Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'histoire nous emmène combien d'années dans le passé? On va parler d'un événement qui s'est produit en 1971, pas exactement le 22 juin comme nous sommes aujourd'hui, mais nous allons plutôt aussi rendre hommage à une personnalité qui est considérée dans l'histoire comme le tout premier lanceur d'alerte. Il s'agit de Daniel Ellsberg qui est décédé le 16 juin dernier à l'âge de 92 ans de la suite d'un cancer du pancréas. Alors, ce qui est intéressant avec l'histoire de Daniel Ellsberg, c'est qu'il est, comme je l'ai dit, il est rentré dans l'histoire en tant que premier lanceur d'alerte et surtout, il est celui qui a dévoilé l'affaire dite des Pentagon Papers. Alors, il faut savoir que le Pentagon Papers, c'est le premier scandale qui va véritablement éclabousser la présidence de Richard Nixon et qui va mettre en évidence un mensonge d'État qui existait depuis de longues années déjà et dans lequel, en fait, le gouvernement ou les gouvernements successifs, parce qu'il ne s'agissait pas seulement du gouvernement de Richard Nixon, mais des gouvernements qui l'ont précédé, à savoir celui de Lyndon Johnson et de John Fitzgerald Kennedy et même avant, ce mensonge d'État concernait d'abord les vraies raisons de l'entrée en guerre des États-Unis au Vietnam et aussi les pertes, enfin les résultats sur le terrain. Il faut savoir que les gouvernements, notamment celui de Richard Nixon, étaient un peu dans la position de ses prédécesseurs dans la mesure où ils ne disaient pas la vérité sur les pertes réelles des soldats américains sur le sol vietnamien, puisque régulièrement, étant donné que le gouvernement continuait de multiplier le nombre de soldats qui étaient envoyés en guerre, mais il mentait obstinément sur le nombre des pertes et surtout il cachait le retour des morts du front vietnamien. Et donc, à partir de là, évidemment, ce scandale va aussi amener l'opinion publique à douter de la véracité des propos déjà envoyés par le gouvernement de Richard Nixon et par la suite de contester ouvertement le fait que les États-Unis participent encore à cette guerre-là, guerre qu'ils vont qualifié par la suite de guerre totalement injustifiée. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé justement à ce scandale des Pentagon Papers de 1971 ? Eh bien, il y a que dans le Pentagone, il y a un département qu'on appelle la Rand Corporation. C'est un département qui est en charge de l'analyse au Pentagone. Et donc, dans la Rand Corporation, il y a un analyste qui s'appelle Daniel Ellsberg. Et donc, lui, un jour, il a participé à une enquête qui avait été diligentée par le secrétaire à la défense de l'époque, qui s'appelait Robert McNamara. Et donc, dans cette enquête, il s'agissait de comprendre en réalité tous les dysfonctionnements qu'il y avait pu avoir, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan militaire, concernant justement le rôle des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Donc ça prenait quand même une période assez longue, ça partait de 1955 à 1971. Et donc, dans ce rapport, les erreurs sont tellement graves, aussi bien sur le plan politique, parce qu'on apprend déjà qu'à partir des débuts des années 50, donc bien avant l'événement qu'on a appelé celui de la baie de Tonkin, qui est à l'origine du déclenchement officiel de la guerre, en fait de l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre au Vietnam, on apprend que bien des années auparavant, les États-Unis étaient déjà militairement présents au Vietnam parce que, évidemment, ils soutenaient le Sud-Vietnam en instructeurs, en équipement, en soutien financier. Sauf qu'ils n'avaient jamais dit, ni au Congrès, ni à l'opinion publique américaine, qu'en vérité, ils étaient déjà présents sur le terrain là au nom de la lutte contre le régime communiste qui était dirigé par le Nord-Vietnam. Et donc, à partir de là, on apprend aussi dans cette enquête-là qu'en réalité, les Américains vont tout mettre en œuvre pour déclencher un événement qui devait justifier leur entrée en guerre. Et donc, l'événement dit de la baie de Tonkin n'est en fait qu'un événement qui avait été provoqué par les États-Unis pour ensuite justifier leur entrée en guerre au Vietnam. Et ça, ni le Congrès, ni les Américains n'avaient été informés d'une quelconque manière.
pire encore, il y avait aussi toutes les décisions militaires hasardeuses qui avaient été prises et qui avaient entraîné un véritable désastre sur le terrain, qui avaient aussi entraîné la mort de plusieurs dizaines, plusieurs milliers de soldats et dont on cachait délibérément le nombre à l'opinion publique pour ne pas l'alerter, pour ne pas pour ne pas la faire paniquer et surtout pour ne pas la retourner contre la guerre. Parce qu'il faut savoir que lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, plus de 80% des Américains étaient favorables à cette entrée des États-Unis dans le conflit. Et par la suite, lorsque les mauvais résultats vont commencer à s'accumuler, les mauvais résultats militaires, le nombre de morts qui ne vont cesser de s'accentuer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cacher la vérité au Congrès et aux Américains en mentant sur les pertes humaines sur le terrain, en mentant sur les pertes matérielles, en mentant sur le véritable désastre la tournure désastreuse que prenait cette guerre-là. Et surtout, à partir de la fin des années 60, à partir de 67-68, les Américains, lorsqu'ils regardent la réalité en face, ils sont conscients d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de remporter cette guerre. Mais malgré tout, ils s'obstinent quand même à continuer à envoyer des armes, continuer à envoyer des contingents et à faire perdurer cette guerre-là. Et donc, Daniel Ellsberg, qui voit cette espèce de dysfonctionnement, qui ne comprend pas cette espèce d'obstination des pouvoirs politiques, alors que sur le terrain militaire, rien n'augure à l'optimisme. Et donc, comme il voit qu'il faut, pour lui, cette horreur doit absolument s'arrêter, il va prendre les 7000 pages que représentait cette enquête-là, parce que c'est une enquête qui a été assez longue. Elle représentait à peu près 2,5 millions de mots. Et donc, 7000 pages qui avaient été compilées dans 43 volumes, dans une quarantaine de volumes, 40 exactement. Et donc, ces 40 volumes, Daniel Ellsberg va d'abord les prendre pour les emmener auprès des sénateurs, pour les pousser à réagir et à demander des comptes au gouvernement de Richard Nixon. Malheureusement, rien ne sera fait par le Congrès, par le Sénat. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner donc vers les journalistes. Et donc, il va prendre ces 40 volumes qui représentent 7000 pages de ce rapport-là. Il va le transmettre au New York Times, et le New York Times va analyser les 10 documents. Alors, ils se rendent compte que c'est tellement explosif. Ils vont essayer, dans un premier temps, d'avoir officiellement, si tu veux, ils vont essayer officiellement d'avoir un peu, si tu veux, l'authentification de ces documents par le Pentagone. Ils ne vont pas l'obtenir. Pire, le Pentagone va obtenir de la justice une injonction à interdire justement la parution de tous les éléments qui sont contenus dans ce rapport-là. Et donc, ce que va faire le New York Times, c'est que les journalistes du New York Times vont aller totalement à l'encontre de l'avis de leur cabinet, de leur conseiller juridique, en publiant le premier volet, une première partie de ce rapport-là. Et donc, évidemment, l'effet va être dévastateur, notamment pour les politiques et pour l'administration Nixon. Donc les Américains vont découvrir ahuris que depuis des années, on les mentait sur la réalité de la guerre au Vietnam. Et donc à partir de là, le gouvernement va donc décider de se retourner contre Daniel Ellsberg et même celui qui était le chef du département d'État de Nixon à l'époque, donc son ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, va même aller jusqu'à qualifier Daniel Ellsberg d'homme le plus dangereux des États-Unis. Et donc, à partir de là, il va y avoir, si tu veux, une escalade, toute une escalade judiciaire contre lui, contre sa famille. Il va être harcelé, il va être calomnié. Tout va être mis en œuvre pour essayer de casser sa crédibilité. Et donc, Daniel Ellsberg, en revanche, en contrepartie, puisque le New York Times va ensuite être sanctionné et on va lui interdire de publier la suite du rapport, ce que Daniel Ellsberg va faire, il va se tourner cette fois-ci vers le Washington Post et il va lui donner le reste du rapport. Katharine Graham. Et voilà, eux aussi vont, une fois qu'ils auront authentifié évidemment le contenu de ce rapport, vont également le publier et la suite on la connaît. Daniel Ellsberg ensuite va être poursuivi pour la justice, pour le fait qu'il ait détenu des documents classés top secret de manière illicite, qu'il les ait transmis à des tiers sans l'autorisation du gouvernement américain et évidemment son procès va prendre un retentissement en même temps que l'affaire aussi, du fait de la publication de ce rapport, va aussi, si tu veux, gagner
dans l'opinion publique et gagner en intensité dans l'opinion publique. Et puis, la suite, on la connaît. Au fur et à mesure que le gouvernement continue de tenter de décrédibiliser Daniel Ellsberg, un deuxième scandale va aussi éclater dans la foulée en 1973 et en 1971, mais qui va aboutir en 1973, c'est l'affaire dite du Watergate. Et donc, ce deuxième scandale-là qui va éclabousser par la suite le gouvernement de Richard Nixon ne va faire que confirmer, si tu veux, l'opinion des Américains sur le fait qu'ils avaient en face d'eux un gouvernement qui mentait sur la réalité et qui donc les trompait et donc les induisait, leur faisait croire que, évidemment, les choses se passaient d'une certaine manière alors que la réalité, notamment dans celle qui était contenue dans ces rapports-là, prouvait le contraire. Donc il va y avoir, si tu veux, une perte de confiance entre, si tu veux, l'opinion publique, les Américains et leur gouvernement. Et la suite, on la connaît. Donc, Richard Nixon, à cause du scandale du Watergate, va par la suite démissionner. Et en 1973, Daniel Ellsberg, lui, va être blanchi de toute poursuite par la justice américaine. Et à partir de là, il va entamer une seconde vie qui est celle qui sera consacrée activement. Oh, mais Jean-Paul, il est mort cette année? Oui, il est mort. Oui, il est mort le 16 juin dernier. Il y a quelques jours. Oui, il est mort le 16 juin dernier. Et donc, il va se consacrer par la suite activement à la lutte pour la liberté de la presse, la lutte contre l'impunité de ceux qui détiennent le pouvoir et évidemment la lutte pour la transparence. Et donc à partir de là, il va être aussi un soutien très important, notamment pour Edward Snowden. Edward Snowden, cet Américain qui était analyste à la CIA pour la NSA, pour le compte de la NSA, et qui vit actuellement en Russie, qui est poursuivi pour plus d'une cinquantaine de chefs d'accusation de haute trahison. Et donc Edward Snowden, qui lui aussi avait révélé au grand public que le gouvernement américain, depuis des années, espionnait aussi bien ses alliés que ses opposants, et que non seulement, cet espionnage-là n'avait pas de limite, puisqu'ils espionnaient même les citoyens américains en dehors de toutes les violations en matière de protection des droits des citoyens. Donc, évidemment, il y a aussi, et à côté de cela, par la suite, on le sait, Daniel Ellsberg va ouvrir un peu la voie à ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui sont différents, par exemple, des espions. Un espion, c'est une personne qui a pour objectif de voler des secrets et pour les transmettre à soit un pays tiers, soit une entreprise tiers, mais il le fait d'abord soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons financières. Or, le lanceur d'alerte n'a ni une volonté de gagner de l'argent, ni une volonté même de se faire un nom, de se faire une notoriété, mais il agit uniquement dans ce qu'il considère comme étant qui va dans le sens de l'intérêt général. Et un lanceur d'alerte, ce n'est pas une personne qui se sert c'est une personne qui, dans le cadre de son travail, entre en contact avec une réalité qui lui fait prendre conscience qu'il y a un certain danger ou un certain dysfonctionnement qui pèse sur l'intérêt général. Et donc, à ce titre, en tant que citoyen, il décide donc, au nom de la protection des droits de ses concitoyens, de, si tu veux, alerter l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle les lanceurs d'alerte, ils ne s'adressent plus tellement aux politiques, parce qu'on le voit, on l'a vu avec l'affaire de Daniel Ellsberg, on l'a aussi vu que ce soit en France ou aux États-Unis, notamment par exemple avec Nicole Marie Meyer, qui était une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui avait découvert un certain nombre de malversations au sein du ministère dans lequel elle travaillait et pour lequel elle avait été par la suite sanctionnée. Elle aura été sanctionnée, je crois, en 2004. Et puis, il va falloir attendre en 2013 pour être rétablie dans ses droits par la justice et que, justement, la justice française fasse voter une loi qui protège, justement, ces lanceurs d'alerte-là. On a aussi d'autres cas de lanceurs d'alerte. On a, par exemple... Julian Assange. Hein? Assange ou Assange? Oui, Julian Assange, qui est le militaire américain qui avait dénoncé les actes de torture, le fondateur de Wikileaks. J'ai confondu Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks, qui a mis en place ce site-là dans lequel des lanceurs d'alerte pouvaient envoyer des documents qui, pour la suite, pourraient être diffusés, publiés par le biais de l'Organisation internationale des journalistes d'investigation et qui analysait ces documents et pour
ensuite les faire connaître au grand public. On a aussi, par exemple, deux journalistes américains, hein, notamment, on a Marty Baron. Marty Baron, lui, il travaillait au Boston Globe, qui est un journal de Boston. C'est ce journal qui avait révélé en 2001 les scandales de pédophilie qui frappaient un certain nombre de prêtres de l'archidiocèse de Boston. Et ce travail-là avait notamment été récompensé par un prix Pulitzer. Et puis aussi, on a toujours en 1991, toujours aux États-Unis, cette affaire qui avait été rendue célèbre au cinéma par le film de Steven Soderbergh, Erin Brockovich, donc cette jeune femme américaine qui travaillait dans un cabinet d'avocats et qui avait enquêté sur la Pacific Gas and Electric Company, qui avait découvert justement que cette entreprise utilisait du chrome hexavalent, hein, qui était un anticorrosif très toxique, et cet anticorrosif-là avait contaminé le réseau d'eau et avait déclenché pas mal de cas de cancer, pas mal de cancer dans la ville d'Hinckley en Californie. Donc au total, il y avait 660 plaignants qui avaient poursuivi la Pacific Gas and Electric Company et qui avaient obtenu plus de 333 millions de dollars de dommages et intérêts. Et donc depuis lors, Erin Brockovich, elle a créé sa propre entreprise qui s'appelle la Brockovich Research and Consulting et qui poursuit des entreprises sur des affaires similaires. Et puis, on a aussi un autre lanceur d'alerte qui est célèbre, Bennett Omalu, qui avait été, dont l'histoire avait été racontée au cinéma, dans le film dont le rôle était interprété par Will Smith. Seul contre tous, voilà. Donc Bennett Omalu, qui avait découvert que l'encéphalopathie traumatique chronique, l'ETC, qui était une maladie cérébrale qui touchait surtout les footballeurs, ceux qui pratiquaient le football américain à cause des chocs qu'ils recevaient en jouant. Dans un premier temps, il va essayer d'alerter, si tu veux, le lobby du football sur le danger qui pesait sur les joueurs. Ce lobby-là va refuser de reconnaître les preuves qu'il va justement apporter au grand public durant cette année. Bennett Omalu va finalement obtenir gain de cause lorsque la NFL donc, va reconnaître la corrélation entre l'ETC et la pratique du football. C'était en décembre 2009. Il faut savoir que Bennett Omalu exerce toujours en Californie. Et comme je l'avais dit, il y a justement un film qui avait été consacré à son histoire, qui racontait son histoire. Et puis il y avait aussi en Angleterre, en avril 2011, un Anglais qui s'appelle Michael Woodford. Lui, il était nommé à la tête d'une entreprise qui s'appelait Olympus. Il va être alerté à la suite autour d'un rachat à prix d'or par Olympus de petites entreprises et du versement de commissions à des sociétés basées aux îles Caïmans à la fin des années 2000. Donc, à partir de là, il va donc se tourner vers son PDG de l'époque, Monsieur Kikukawa, en dénonçant ces pratiques-là. Ça lui vaudra d'être viré en octobre 2011. Et puis, il va donc décider d'alerter les médias en dénonçant cette fraude de plus d'1,7 milliard de dollars qui va évidemment éclabousser l'entreprise Olympus et mettre à nu cette pratique de fraude fiscale-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Michael Woodford est devenu consultant en gouvernance corporative. Donc, il y a plein d'exemples comme ça de lanceurs d'alerte qui dénoncent un certain nombre de dysfonctionnements, qui dénoncent un certain nombre de violations, de mensonges, que ce soit au sein des administrations publiques ou des entreprises, et qui, pour la plupart du temps, sont poursuivis, comme c'est le cas d'Edward Snowden aujourd'hui, ou encore de Julian Assange. Donc ces hommes et ces femmes-là qui, par conviction, décident évidemment de braver les interdits liés peut-être au poste qu'ils occupent, qui décident de ne pas respecter le secret qu'ils détiennent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pour évidemment édifier le grand public sur un certain nombre de dérives. Et donc Daniel Ellsberg peut être considéré comme celui qui a été le véritable détonateur, qui a par la suite permis à la vérité d'émerger dans les cas que j'ai pu énumérer là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin, qui revenait sur l'histoire de Daniel Ellsberg, que vous pouvez regarder dans le film Pentagon Papers, interprété par Meryl Streep et Tom Hanks. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, le meilleur film de René Ruth. On repart en musique, on se retrouve juste derrière.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.